Ils n'ont même pas prononcé le mot licenciement. Juste un agent de sécurité à mes côtés, un jeune manager à la coiffure surchargée de gel, et une seule phrase qui a tranché 17 ans de ma vie. Votre poste n'est plus en adéquation avec notre stratégie de développement. C'était tout. Pas un merci, pas la moindre reconnaissance, même pas une poignée de main. Juste ce jargon d'entreprise qu'on emploie quand on n'ose pas nommer les choses. J'ai souri, hoché la tête, et je les ai laissés me raccompagner vers la sortie de cette tour de verre où j'étais entré chaque matin à 7h15 pendant près de 2 décennies. En surface, j'avais l'air calme, peut-être même soulagé. Mes collègues évitaient mon regard, certains avec pitié, d'autres avec un ricanement à peine masqué. Mais à l'intérieur, quelque chose avait basculé. Car s'ils pensaient se débarrasser d'un poids mort du passé, ils avaient oublié un détail. Une simple clause, enfouie au plus profond des contrats, écrite noir sur blanc. Sans moi, absolument toutes les licences d'exploitation dont dépendait l'entreprise devenaient caduques. J'ai gardé cette information précieusement derrière mon sourire en leur tendant mon badge. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Quand j'ai rejoint la boîte, nous n'étions qu'une petite start-up de biotechnologie qui tentait de faire ses preuves. Le service de la conformité, ce n'était pas glamour, mais c'était essentiel. Je m'occupais de la paperasse que personne d'autre ne comprenait. Les permis d'exploitation nationaux, les licences d'exportation, les certifications pour les dispositifs médicaux. Je m'assurais que chaque envoi, chaque contrat, chaque audit réglementaire se déroule sans le moindre accroc. 17 ans plus tard, je n'étais pas du genre à me mettre en avant. Je n'avais pas le costume impeccable de Damien, ni l'assurance de Manon, cette confiance de celles qui postent leur vie sur les réseaux. Mais j'étais la colonne vertébrale qui maintenait tout cet organisme debout, celle qui avait écrit les procédures que tout le monde trouvait trop détaillées, mais sur lesquelles il s'appuyait chaque jour. C'est ça le truc avec les gens discrets comme moi. On n'a pas besoin d'applaudissements, mais quand on s'en va, le silence qu'on laisse derrière nous est assourdissant. Le licenciement lui-même était une vraie mise en scène. Le nouveau manager, Grégoire Lambert, s'était appuyé contre le bureau des RH comme s'il passait une audition pour une publicité. La trentaine, fraîchement diplômée d'une grande école de commerce, la voix formatée par trop de podcasts de développement personnel. On rationalise, a-t-il dit en exhibant ses dents parfaites. On se concentre sur l'innovation, on élimine les anciens goulots d'étranglement. On a besoin de systèmes agiles, Adèle, pas de verrous rigides. Un verrou, c'est comme ça qu'il me voyait. J'ai eu envie de lui rire au nez. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je n'étais pas le verrou. J'étais la porte elle-même. Sans moi, pas d'entrée, pas d'approbation, pas de légalité. Mais je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas débattu. J'ai juste souri, signé le papier qu'il a fait glisser vers moi et regardé les RH apposer le tampon. Contrat terminé, effet immédiat. Tandis que la sécurité me raccompagnait, je me suis souvenu de cette clause, une clause que j'avais moi-même rédigée des années plus tôt, quand l'entreprise était entrée sur les marchés réglementés. C'était mon assurance vie, celle que je n'avais jamais pensé avoir à utiliser. En substance, elle stipulait qu'en cas de rupture de contrat non désiré par l'employé, toutes les certifications et licences nationales obtenues par l'entreprise resteraient à son nom jusqu'à leur réassignation en bonne et due forme par les agences gouvernementales. Traduction, virez-moi sans rien préparer et toutes les licences s'effondrent. Et Grégoire n'avait même pas jeté un œil aux anciens contrats. Ce soir-là, assise dans mon petit appartement avec une tisane, les lumières de Paris scintillant à travers la fenêtre, mon téléphone vibrait de messages d'anciens collègues. Certains désolés, d'autres curieux. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur personnel, branché une clé USB sécurisée et je me suis connecté à la base de données nationale des certifications grâce à mes identifiants biométriques. Une par une, je les ai vérifiées. Conformité des dispositifs médicaux ANSM, autorisés sous le nom d'Adèle Martin. Certification d'exportation, autorisée sous le nom d'Adèle Martin. Permis de manipulation de produits biotechnologiques, autorisé sous le nom d'Adèle Martin. 32 licences actives, toutes liées à moi. Il n'en avait transféré aucune. Je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant à un rythme régulier. Il pensait m'avoir effacé de l'immeuble, mais sur le papier, aux yeux de l'État,
J'étais l'immeuble. Je savais que le lundi matin, le chaos commencerait à s'installer. Je pouvais déjà l'imaginer. Les fournisseurs recevant des messages d'erreur, les retards de livraison, les systèmes internes rejetant les nouvelles informations, le tableau de bord de la conformité clignotant en rouge au lieu de vert. Et au milieu de tout ça, Grégoire, planté là avec son sourire impeccable, se demandant pourquoi rien ne fonctionnait. Quand j'ai fermé mon ordinateur ce soir-là, je ne ressentais aucune envie de vengeance. Je ressentais une certitude. Il m'avait traité comme un bruit de fond, comme une infrastructure dépassée. Mais demain, le silence allait rugir plus fort que n'importe quel discours de Grégoire. Parce que la vérité sur la trahison, que ce soit en affaires ou dans la vie, c'est que les gens pensent qu'elle se produit en un seul instant. Un licenciement, une porte qui claque, un dernier mot. Mais la trahison est plus lente que ça. Elle se construit sur des années où l'on a été ignoré, méprisé, sous-estimé. Jusqu'au jour où la personne que vous pensiez superflue vous rappelle pourquoi vous aviez besoin d'elle depuis le début. Et moi, je n'avais pas besoin de vengeance. Le système lui-même parlerait pour moi. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Dès le début de matinée, mon téléphone a vibré. Le premier message venait de Julie, une jeune analyste qui avait toujours été gentille avec moi. Elle m'expliquait que la livraison pour Médatron était bloquée. L'identifiant de la licence semblait invalide. On lui demandait qui était l'agent certificateur de référence. J'ai posé ma tasse de café, lentement. Une erreur de licence, ça pouvait arriver, mais je savais. Si une seule tombait, les autres suivraient. Peu après, un autre message. 2 fournisseurs signalaient le même problème. Le même code d'erreur revenait sans cesse. Grégoire leur avait demandé de mettre à jour les informations, mais le portail avait tout rejeté en bloc. J'imaginais Grégoire, dans son blazer ajusté, disant à tout le monde de garder son calme. Il pensait probablement que c'était un petit bug, le genre de problème que l'informatique pouvait régler. Il n'avait aucune idée qu'il regardait le gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Vers le milieu de la matinée, Julie m'a appelé directement. Sa voix était tendue, comme si elle essayait de ne pas être entendue. Il panique, Adèle, les commandes s'accumulent. Damien est dans la salle de réunion. Il dit que c'est juste un problème de transition, mais le portail de conformité renvoie un message d'erreur sans équivoque. Agent certificateur introuvable. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai écouté le son de sa respiration, la pointe de peur dans sa voix. Elle avait toujours respecté les systèmes que j'avais mis en place, contrairement à la plupart d'entre eux. Julie, ai-je fini par dire, aussi calme que possible, va voir sur le registre national. Cherche à qui les licences sont toujours rattachées. Elle a hésité. Tu veux dire oui. Un silence, puis un petit hoquet de surprise. Elles sont toutes encore à ton nom ? Je l'ai remerciée à voix basse et lui ai dit d'être prudente, puis j'ai raccroché. À midi, les fissures s'élargissaient. Un autre message, cette fois d'un ancien collègue de la logistique. On ne pouvait plus rien expédier. La douane avait signalé que la certification d'exportation était invalide. Les camions étaient bloqués sur le parking. Grégoire voulait forcer le passage, mais le portail de l'administration était inflexible. Ma main ne tremblait pas, mais je sentais le poids de ce qui se passait. Sans ces licences, rien ne bougeait. Pas les appareils, pas les matières premières, pas la paperasse. L'entreprise n'était pas juste ralentie, elle était paralysée. Cet après-midi-là, j'ai décidé de sortir marcher. Paris semblait différente quand on ne se pressait pas pour aller au bureau. J'ai acheté un sandwich, je me suis assise sur un banc dans un square et j'ai laissé le bruit du monde m'envahir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Julie, bien sûr. Selon elle, l'impensable venait de se produire. C'était au tour de l'ANSM, l'agence du médicament, de faire son entrée pour l'inspection trimestrielle. 3 auditeurs plantés dans le hall d'entrée. Grégoire était devenu livide. Il demandait l'accès au portail. Personne ne pouvait se connecter. Damien avait même tenté d'utiliser mes anciens identifiants, déclenchant une alerte de sécurité pour tentative de fraude. J'ai fermé les yeux un instant. L'inspection de l'ANSM, bien sûr. Elle tombait chaque année à cette période. J'avais toujours préparé l'équipe des semaines à l'avance. Maintenant, sans moi, ils y allaient à l'aveugle. À 16 heures, je n'avais même plus besoin de chercher les nouvelles, elles venaient à moi.
Une ancienne collègue m'a envoyé un texto. Qu'est-ce que tu as fait? C'est le chaos ici. Tout le monde dit que rien ne fonctionne sans toi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le soir, assise près de ma fenêtre, les lumières de la ville scintillant sur la vitre, je ne sentais plus aucun poids sur ma poitrine. Pas de délai, pas d'appel urgent, juste le calme. Je savais que demain serait pire pour eux. Le rapport d'audit tomberait, les livraisons resteraient bloquées, les fournisseurs s'impatienteraient. Et tôt ou tard, quelqu'un de plus haut placé, le PDG lui-même, rentrerait de vacances et verrait les dégâts. Il poserait la seule question qui comptait. Qui a eu l'idée de virer Adèle? Ce n'était plus une question de vengeance, c'était une question de vérité. Il m'avait rejeté comme un vestige du passé, un bruit de fond inutile. Mais les systèmes se fichent de l'ego, les licences se fichent du charisme. Et la vérité était simple, j'étais la licence. Mardi matin, le silence s'est rompu. 3 messages avant même que j'aie fini mon petit déjeuner. Des fournisseurs exigeant des nouvelles, des collègues chuchotant que les auditeurs refusaient de continuer, et un de Julie. Le PDG est de retour, il a l'air furieux. Je m'attendais à ce moment. Clément Valois n'aimait pas les surprises, surtout pas celles qu'il attendait après des vacances. Je me souvenais bien de lui, costume impeccable, regard perçant, le genre d'homme qui a bâti son entreprise par la seule force de sa volonté. Pour lui, la conformité était un bruit de fond, nécessaire mais jamais prestigieux. J'avais été invisible à ses yeux, juste un rouage de plus. Il était sur le point de découvrir ce qui se passait quand le rouage n'était plus là. Plus tard dans la matinée, Julie m'a rappelé, chuchotant comme si elle était cachée sous son bureau. « Tu aurais dû voir ça, Adèle. » Il est entré, sa valise encore à la main. Personne n'a osé le saluer. Tout l'étage était silencieux. Il est allé directement dans la salle de conférence et a claqué le dossier qu'on lui a donné sur la table. Je l'imaginais. Clément, le bronzage encore frais, sa confiance s'effritant à mesure qu'il découvrait le tableau de bord interne. Ils l'ont projeté sur l'écran, a continué Julie. Tout était rouge, chaque licence marquée comme invalide ou révoquée. Il a demandé à Damien ce qu'il était en train de regarder. Damien a essayé de noyer le poisson, de parler d'une erreur de transition. Clément l'a coupé net. Il a posé une seule question. Quel est l'idiot qui a pensé que virer Adèle était une bonne idée? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, doucement mais sincèrement. À midi, les dégâts étaient indéniables. Les auditeurs de l'ANSM avaient quitté les lieux, classant leur inspection comme incomplète pour refus d'accès. Les livraisons étaient gelées sur les quais de chargement. Les clients appelaient, exigeant des réponses. En milieu d'après-midi, la tempête s'est intensifiée. Un analyste m'a rapporté une conversation surréaliste lue sur la messagerie interne de l'entreprise. Damien tapait frénétiquement. Y a-t-il un moyen de restaurer temporairement les droits de licence d'Adèle? Le silence sous son message disait tout. Pas une seule réponse. L'ironie était mordante. Quelques jours plus tôt, il m'avait qualifié de poids mort. Maintenant, il suppliait, même si ce n'était que dans un désespoir numérique, pour que mon nom soit rétabli. Le soir, un autre message est arrivé, celui-ci de Guillaume Noël, le directeur des opérations, un homme qui s'était un jour moqué ouvertement de mes schémas de conformité à code couleur. « Adèle, c'est Guillaume. Écoute, on a peut-être mal calculé notre coût. Les licences ont disparu. On a besoin que tu reviennes, au moins temporairement, juste pour stabiliser la situation. » Je fixais le texte, des années de mépris, des années à être la dernière roue du carrosse dans les réunions. Et maintenant, les mêmes personnes qui ricanaient se démenaient. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je savais une chose, demain serait encore pire pour eux. Le rapport d'audit tomberait, les clients commenceraient à se retirer, les investisseurs le remarqueraient. Et tout cela remonterait à la décision prise lors d'une conversation suffisante dans un bureau des RH. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Au lieu de ça, ils s'étaient effacés eux-mêmes. Mercredi matin, les fissures s'étaient transformées en fractures. Je me suis réveillé avec 3 emails d'anciens collègues, tous sur le même ton, la panique. L'un disait que le département export était complètement à l'arrêt. Le troisième était bref, presque désespéré. « Adèle, si tu sais ce qu'on peut faire, s'il te plaît, dis-le nous. Tout le monde est en train de couler. » Je n'ai pas répondu.
Ce n'était plus mon problème. Vers 10 heures, Julie a de nouveau appelé. Tu devrais voir ça ici. Le PDG enchaîne les réunions de crise. Grégoire n'a pas été vu depuis hier. Certains disent qu'il est enfermé dans son bureau, d'autres que Clément l'a complètement mis sur la touche. Damien essaie toujours de faire croire que c'est temporaire, mais même le service juridique est contre lui maintenant. Il n'arrête pas de dire que ça pourrait prendre des semaines, voire des mois, pour rétablir toutes les licences. Elle a ajouté après une pause. Et Adèle, le conseil d'administration est furieux. Clément a carrément dit à voix haute « Nous avons viré la mauvaise personne ». Ça m'a fait rire. Ce n'était pas de la joie, c'était de l'ironie. Le soir, Guillaume a rappelé. J'ai failli laisser sonner, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix était plus basse que d'habitude, dépouillée de l'arrogance qu'il portait autrefois comme une médaille. « Adèle, a-t-il commencé, je sais qu'on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde. Je sais que j'ai dénigré tes systèmes plus souvent qu'à mon tour. Mais je te le demande maintenant, pas en tant que directeur, même pas en tant que collègue, juste en tant que personne qui regarde tout s'écrouler. Est-ce que tu vas nous aider ? Guillaume, ai-je répondu finalement, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de comprendre pourquoi j'étais importante. Tant que vous n'aurez pas compris ça, rien de ce que je pourrais faire ne changera ce qui est en train de se passer. Il a tenté d'argumenter, mais j'ai mis fin à l'appel. Plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai parcouru les offres d'emploi que j'avais ignorées pendant des années. Des entreprises plus petites, des concurrents, des startups en quête de stabilité. Un nom a retenu mon attention. Elixcore. Leur message était toujours dans ma boîte de réception, datant de plusieurs semaines. Nous admirons votre travail. Si jamais vous êtes prête pour un changement, notre porte est ouverte. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai commencé à rédiger une réponse. Jeudi, j'ai appris que l'ANSM avait officiellement rendu son verdict. L'inspection de Neuroflux était un échec cuisant. Le rapport citait l'absence d'agents certificateurs valides et de multiples licences révoquées. Les conséquences étaient sévères. Amende, poursuite judiciaire, possible suspension des activités. Ce soir-là, assise près de la fenêtre avec une tasse de café, j'ai senti un soulagement. Pas la satisfaction de leur effondrement, mais le soulagement de ne plus porter le poids qui les maintenait debout. L'entreprise m'avait sous-estimé, effacé, et ce faisant, s'était effacée elle-même. Et alors que j'appuyais sur « Envoyer » pour confirmer un rendez-vous avec Elixcore la semaine suivante, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas une fin. C'était le début de quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Vendredi matin, mon appartement semblait plus léger. Elixcore avait répondu en moins d'1 heure. Un court appel qui s'est transformé en une conversation de 3 heures. Ils ne m'ont pas demandé de secret ou de raccourci. Ils m'ont demandé comment faire les choses bien. Nous nous sommes mis d'accord sur un contrat de consultante à court terme, commençant lundi. Respectueux, légal, réaliste. À midi, Neuroflux était partout en ligne, dans les endroits qui comptent. Bulletin d'approvisionnement, forum de fournisseurs, liste réglementaire. Inspection échouée. Licence révoquée. Suspension temporaire. À 17 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Adèle, c'est Clément. Je vais être direct. Nous avons fait une erreur. J'ai approuvé une erreur. Nous avons besoin que vous reveniez, même temporairement. Fixez vos conditions. Je ne peux pas revenir, ai-je dit. Pas en tant qu'employé, et pas pour annuler un choix que vous avez fait délibérément. Il y a eu un silence. Existe-t-il un moyen légal d'accélérer la réautorisation ? Non, ai-je répondu. Il n'y a qu'une seule façon, la même que j'ai suivie chaque année. Formation, examen, entretien, enregistrement. Des semaines, pas des jours, c'est le principe. C'est censé empêcher exactement ce qui vous est arrivé. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, je suis désolé. J'ai entendu dire que vous aviez demandé qui m'avait viré. Vous savez déjà à qui adresser vos excuses. Il a laissé échapper un souffle qui le faisait paraître plus vieux qu'il ne l'était. Bonne chance, Adèle. Vous aussi, ai-je dit, et je le pensais. Pas pour lui, il s'en sortirait, mais pour les gens qui n'avaient rien demandé. Lundi, je suis entré dans les locaux de Elixcore. Pas de fanfare, juste une salle de réunion sobre et une petite équipe qui m'attendait avec des carnets. La responsable du projet a commencé par la question que j'aurais aimé que quelqu'un me pose des années plus tôt.
Si demain on devait tourner avec 2 personnes en arrêt maladie et une en congé, qu'est-ce qui lâcherait en premier? Bonne question, ai-je dit. Partons de là. Ce matin-là, nous avons dessiné la carte. Qui détient quelle autorité? Où se trouvent les sauvegardes? Où vivent les procédures et comment elles sont testées? Nous avons fait en sorte qu'aucune personne ne devienne un point de défaillance unique. Et j'ai insisté sur une règle, par écrit. La personne qui garantit la légalité de l'entreprise ne sera jamais la ligne la moins chère du budget. Vendredi après-midi, j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. Je suis passé devant mon ancien immeuble sans m'arrêter. À travers la baie vitrée du hall, un colis attendait près de l'accueil. Une simple note était scotchée dessus. En attente, absence d'agent certificateur valide. Ce n'était pas une vengeance, c'était la loi de la gravité. De retour dans mon appartement, j'ai écrit une courte phrase sur un post-it et je l'ai collée sur le bord de mon écran, comme je l'avais toujours fait. Au cas où l'on oublierait, c'est le travail invisible qui fait tout tenir. Julie m'a envoyé un dernier message avant la fin de la semaine. J'ai un entretien la semaine prochaine. Ta checklist m'a sauvé aujourd'hui. Bien, ai-je répondu. Garde-la avec toi. Et assure-toi que ta prochaine boîte te mérite. J'ai fermé la fenêtre, posé mon téléphone face contre table et laissé le calme s'installer. Pas le silence de celle qu'on ignore, mais celui qu'on choisit. Le monde continuait de tourner, moi aussi. Et pour la première fois depuis des années, je ne tenais plus rien à bout de bras, à part ma propre vie.